avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et la team ce soir qui va être composée de Johan Connor de Clermont Sport. Salut Johan. Salut Olive, bonsoir à tous. Allez, vous avez l'habitude, on va débriefer 2 résultats du week-end. On a choisi de parler HCCA. C'est une spéciale HCCA, mais le HCCA côté hand, Cournon, les garçons, et le HCCA côté hockey. Les 2 acronymes pour 2 sports bien différents. Nos invités tout à l'heure, ce seront Guillaume Lallier, le président et le coach de l'Arverne Foot Fauteuil, et qui sera accompagné de Cédric Guinta, jeune pensionnaire du CMI de Romagna et qui pratique lui-même le foot fauteuil. Il vient nous expliquer ce qu'est cette discipline. Et puis on terminera avec le traditionnel coup de cœur, coup de gueule et le quiz. T'es invincible quand t'es tout seul, j'ai fait les stats, elles sont très précises. C'est là où je suis le meilleur quand je suis J'ai remarqué, c'est incroyable. Je suis fort. Allez, on commence tout de suite notre émission avec les 2 résultats du week-end. On va parler du hand. Le hand de Cournon qui termine sur un match nul, qui termine son année 2021 sur un match nul face à Mulhouse qui était leader de la poule. Alors ce match nul, est-ce que c'est un résultat frustrant ou rassurant ? J'ai envie de dire les 2 à la fois. Eh ben, tu vois, tu viens de répondre un peu ce que je voulais dire. Eh ben, les débats suivants. Ouais. Non, c'est un peu les 2 à la fois. C'est-à-dire que c'est frustrant parce qu'ils se font remonter à la fin et ils auraient pu gagner. Et c'est rassurant parce que comme tu viens de le dire, Mulhouse est premier de la poule. Et en plus, Cournon venait d'enchaîner 2 défaites, une à Annecy-le-Vieux et une à domicile contre Frontignan. Donc en fait ça permet déjà de stopper un peu de pas enclencher une spirale infernale de défaites et de finir l'année sur autre chose qu'une défaite. Mais c'est vrai que par contre ils peuvent avoir un peu les boules d'être passés à côté de se faire leader quoi, hein, pour parler clairement. Mais voilà, c'est un peu les 2. Ouais, parce que c'était 8 victoires, seulement 2 défaites, c'est le premier nul pour... non, je suis en train de lire les statistiques de Bordeaux, là. C'était 7 victoires, 2 nuls et 2 défaites, donc un seul nul avant ce premier match. Donc c'est vrai que Mulhouse était sur un beau parcours. Nos handballeurs qui se placent à la 9e place avec 19 points. Bon, en tout cas, c'est quand même une première partie de saison plutôt réussie. Oui, complètement. Ouais, non, mais c'est un groupe sérieux, c'est une structure, on en avait déjà parlé, mais c'est une structure qui est vraiment professionnelle. C'est très bien organisé. C'est un club qui est bien piloté, voilà, il y a du niveau, il y a de l'ambition et c'est une bonne première partie de saison. Après, il y a plusieurs choses frustrantes, c'est que voilà, quand ils perdent, c'est toujours très serré, quoi. Contre Frontignan, par exemple, ils perdent 32-31. Là, ils font 29-29, ils auraient dû gagner. Donc, ils font une bonne première partie de saison et ça aurait pu être encore mieux. Donc, c'est vraiment encourageant là, pour l'année 2022. Voilà, un groupe jeune qui est là pour apprendre. On le dit depuis le début de l'année. C'est vrai qu'à part le premier, peut-être les 2 premiers matchs où il y a eu une défaite assez lourde, derrière, il y a quand même eu des bons résultats, des courtes défaites, des matchs nuls, quelques victoires très encourageantes. On sent vraiment que ce groupe travaille bien et peut aller loin. Qu'est-ce qu'on peut espérer là pour l'année 2022 pour cette 2e partie de saison ? On peut viser quoi là en termes de classement ? Milieu de tableau ? Ouais, ce serait bien de faire un milieu de tableau, d'être bien ancré au milieu de tableau pour on va dire travailler sur l'ambition l'année prochaine, c'est-à-dire de monter encore. Après, il y a d'autres solutions parce que voilà, je sais qu'ils sont en train de travailler côté administratif pour une montée, etc. Mais voilà, ça montre que c'est un club qui est sérieux, qui travaille, les joueurs travaillent. Le seul truc, c'est que c'est peut-être un moteur diesel, c'est peut-être pas un moteur essence. Du coup, voilà, il faut le temps de débrayer et on l'a vu en début de saison, mais en tout cas, ils sont costauds et je pense que oui, le milieu de tableau, c'est le minimum. Hein. Et quand on regarde le classement, c'est tout à fait faisable. Hein. Il y a tout un groupe de clubs à 22 points. Du 5e au 8e, ce sont des équipes à 22 points. Clermont, Cournon est 9e avec 19 points. Donc tout est faisable. 19 points, c'est une victoire. Hein. 3 points d'écart, c'est une victoire. Donc tout est faisable. Une victoire contre un ou deux de ses adversaires lors des matchs retour. Et puis effectivement, ça permettrait de faire la bascule. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite parce qu'effectivement, c'est un club qui travaille bien. Ça se voit. Il y a des résultats. Ils se sont donné les moyens d'avoir ce statut VAP, on le dit à chaque fois, mais c'est vraiment quelque chose de très important pour permettre de continuer la progression et la structuration du club. Donc on leur souhaite le meilleur et en tout cas, bon, vaut mieux finir l'année sur une belle victoire, ça c'était important. Résultat suivant, alors là c'est complètement à l'opposé, un club qui arrête pas d'enchaîner les défaites et on voit mal comment ils peuvent s'en sortir, ce sont les hockeyeurs de Samblier-Arverne, encore une lourde défaite à domicile face à Épinal, 7-0.
Là, comment est-ce qu'on peut inverser cette tendance maintenant? Parce qu'on sait qu'il y a des recrues qui sont arrivées, mais on n'a pas l'impression que ça change grand-chose pour l'instant. Là, le mal a l'air profond. C'est compliqué, ouais, ce qu'ils prennent vraiment des grosses déculottées. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a, dans la défaite, il y a quand même de l'irrégularité. Par exemple, contre le Mont-Blanc, qui est premier, ils perdent que 4-2 au Mont-Blanc. Et tu prends 7-0 à domicile contre Épinal, qui est plutôt en milieu de tableau. Donc ça, c'est pas très cohérent. Après, voilà, c'est un club qui structurellement est en souffrance. Chaque année, c'est compliqué. Ils sont rappelés à l'ordre par un peu le gendarme financier du hockey, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué. Ils ont fait par contre des bonnes recrues. Donc ça montre quand même une sorte de résilience au niveau du staff, des dirigeants, parce que quand tu prends des branlées tous les week-ends, mais que quand même tu cherches à trouver des solutions, à faire venir des gars et que tu arrives à avoir le bon discours pour que des internationaux arrivent, parce qu'il y a quand même un international lituanien qui arrive en défense. Ouais. Donc pour que ce gars-là ait envie de venir, il faut quand même qu'il y ait un discours en face. Donc c'est pas cuit, quoi. Là, il y a encore une moitié de saison. Faudra voir après les fêtes. Mais bon, c'est clair que si le mois de janvier commence et se termine comme actuellement, bon là, faudra commencer vraiment à se dire qu'en fait, faut préparer la saison prochaine. Parce que si fin janvier, tu continues de prendre 6-7 buts chez toi, bon, ça veut dire que l'année prochaine, tu seras en D2. La défense, c'est vraiment le gros point noir. 67 buts encaissés sur le début de saison, en 11 matchs, c'est énorme. Alors ouais, il y a la défense, mais il y a aussi un manque de réalisme en attaque quand même. Oui, parce que ce ne sont que 16 buts encaissés, que 16 buts marqués. Alors qu'il y a des matchs où ils ont beaucoup plus de tirs. Je crois qu'il y a eu un match où ils font plus de 30 tirs et ils marquent... je crois que c'est contre Tours ou contre... je me souviens plus contre quelle équipe. Et sur 30 tirs, ils ont mis 1 ou 2 buts, quoi. Donc du coup voilà, il y a un problème qui est global. Après là, ce qui est compliqué, c'est quand tu es dans une spirale infernale, c'est psychologique. C'est-à-dire qu'on attend tellement de toi que tu te ramasses qu'en fait tu vas te ramasser tous les week-ends. Et du coup, il faut vraiment qu'ils en sortent de ça, qu'ils en sortent et qu'ils cherchent un petit peu à la faille, quoi. Et puis à voir, parce qu'il y a quand même de la recrue intéressante. Il y a cet international lituanien, il y a un Serbe aussi qui a signé. Donc à voir en janvier ce que ça va donner. Bon, il reste encore un déplacement avant de clôturer l'année là pour les Sangliers Arvernes. Et puis on espère effectivement que le 2022 va démarrer sur des meilleures bases. Il restera, bon, tout n'est pas fini, hein, il restera une phase de play-down avec, je crois qu'il y a une seule descente sur les deux poules, donc on peut encore espérer un maintien, c'est encore faisable. Hein. C'est ça. Mais il faut au moins réussir à sortir de cette spirale de défaite. Après, est-ce que pour le club c'est une bonne chose qu'ils se maintiennent? C'est un autre débat. Je sais pas. Ça, c'est vrai que c'est des discussions qu'il y a un peu de couloir, hein, mais il y en a plein qui pensent que non, il faudrait que le club repasse en D2 pour peut-être se restructurer un peu. C'est un sujet à poser sur la table, c'est clair. Après, c'est vrai que ce qu'il faut souligner, il ne faut pas non plus trop les blâmer, parce que quand tu prends ce genre de score tous les week-ends, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, ça veut dire qu'il y a un écart de niveau. Et quand tu ne joues pas à ton niveau, ben voilà, c'est ce qui arrive. Ça ne veut pas forcément dire que tu n'es pas impliqué, que tu ne mouilles pas le maillot, ça veut dire que ben voilà, tu fais tout ce que tu peux, mais qu'en face de toi, les mecs sont plus forts. Et donc voilà, ça faut bien le garder en tête. Là, il y a un écart de niveau, mais aussi parce que il y a eu avant le Covid, il y a eu un départ de quasiment toute l'équipe en fait. Ils ont perdu une vingtaine de joueurs. Donc voilà, il y a eu ça, c'est pas facile de se relever de ce genre de choses, quoi. Ça c'est sûr. Et ben en tout cas, on leur souhaite le meilleur à nos Sangliers Arvernes. On l'espère les voir redresser la tête et nous offrir une victoire. On l'attend avec impatience et on saura la signaler ici dès qu'elle va arriver. On va pas vous rater les gars. Donc allez, on y va, aux Lakers. Nous on va marquer une première pause. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes dans Avec ASA Sport sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Deuxième partie d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. La rediff, c'est le mercredi 20h. Le podcast le jeudi matin. Pour m'accompagner cette semaine, Johan Connor et nos invités. Guillaume Lallier, le président et entraîneur de l'Arverne Foot Fauteuil. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et un jeune pratiquant du foot fauteuil, c'est Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour.
Alors Guillaume, déjà présente-toi, tu es donc président et entraîneur du foot fauteuil. Comment est-ce qu'on arrive au foot fauteuil? Tu viens du monde du foot à la base? Alors pas du tout, moi je suis basketteur à la base, rien à voir. Mais du coup mon métier m'a amené tout doucement vers le foot fauteuil. Alors quelle est cette profession? Je suis éducateur sportif au centre médical infantile de Romagna, donc je m'occupe d'enfants en situation de handicap. Je leur propose diverses activités sportives, handisport principalement, mais voilà, de la découverte sportive. D'accord, et donc Cédric qui est pensionnaire justement au CMI de Romagna, qui nous expliquera tout à l'heure comment il a découvert le foot fauteuil, mais explique-nous déjà c'est quoi le foot fauteuil, c'est quoi la différence avec le football? On l'imagine dans le nom déjà. Alors le foot fauteuil c'est principalement du foot, mais vraiment adapté. Les jeunes et moins jeunes sont installés dans des fauteuils électriques, donc déjà c'est une pratique qui se fait sur des fauteuils électriques. C'est le seul sport collectif ouvert aux personnes qui ont seulement la capacité de se déplacer en fauteuil électrique. Vous connaissez peut-être le rugby fauteuil, le basket fauteuil, donc ça c'est les fauteuils manuels. Nous, notre discipline, elle se pratique uniquement sur des fauteuils électriques. Donc c'est le seul sport collectif accessible aux personnes un peu plus lourdement handicapées. Voilà, donc c'est une pratique qui a lieu dans un gymnase en intérieur. Sur un terrain de hand, j'imagine. Sur un terrain de basketball. De basket, sur un terrain de basketball. Un peu avec des buts adaptés Avec des poteaux. Ensuite une surface de réparation qu'on appelle la boîte au foot fauteuil, avec des règles bien spécifiques après au foot fauteuil, mais le but du jeu, c'est de marquer un maximum de buts et d'en encaisser un minimum pour gagner. Alors, en dehors du fait d'être électrique, est-ce que ce fauteuil, il a une particularité? Je sais pas, c'est un fauteuil classique? Est-ce qu'il est un peu allongé? Comment ça marche? Justement, du coup, ces fauteuils ont une très grosse particularité. On a attaqué il y a de ça maintenant 3 ans avec des fauteuils qu'on va dire plus d'initiation et de début à l'activité. Et dernièrement, on a pu s'équiper de fauteuils de compétition qui vont nous permettre du coup d'entrer en compétition à l'avenir. Ces fauteuils, donc les fauteuils d'initiation, comme je disais, c'est les fauteuils de vie à la base qui sont utilisés par les personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours, mais qui sont adaptés de pare-choc à l'avant. Et certains de ventilateurs aussi pour refroidir les moteurs, mais ils ne sont pas conçus pour la pratique du foot fauteuil. Donc il y a toujours des petits, un peu moins d'intensité, un peu moins de dynamisme sur le fauteuil. Et dernièrement, du coup, on a pu s'équiper de fauteuils de compétition, donc des fauteuils très performants, très dynamiques et qui ont été conçus pour ça, qui sont beaucoup plus bas avec des petits trous, qui ont des rotations beaucoup plus rapides. Et voilà. Ça va à quelle vitesse ce genre de fauteuil? La vitesse est limitée. D'accord. Donc on n'a pas le droit de dépasser 10 km/h. Il y a des contrôles avant chaque compétition sur les fauteuils. Ce qui est déjà pas mal, je trouve. 10 km/h, c'est déjà pas mal. Au début, quand on est vraiment pas, on n'a jamais pratiqué ou jamais conduit même de fauteuil électrique, souvent les personnes sont très très surprises de la finesse du joystick et la difficulté à manipuler le fauteuil. Ça doit être du matériel très lourd, non? C'est du matériel qui pèse dans les 150 kilos. Oui, quand même. Donc, c'est du gros matériel à transporter à chaque fois. Comment est-ce qu'on transporte une équipe, par exemple? C'est beaucoup de logistique, oui, parce que les fauteuils avec les pare-chocs prennent encore plus de place qu'un fauteuil de base. Donc dans les véhicules, il faut arriver à faire un Tetris pour faire passer un maximum de fauteuils. Mais oui, ça demande pas mal de logistique, donc des fourgons adaptés. Et déjà pour transporter les joueurs en soi, il faut aussi des véhicules adaptés et de la logistique, mais après pour transporter tout le matériel aussi. Donc c'est vrai que c'est niveau organisation, ça demande... Oui, j'imagine. Alors après les règles de ce sport, du foot fauteuil, comment est-ce qu'on joue, combien de temps? Le foot fauteuil, c'est un sport qui se pratique en 4 contre 4 sur le terrain. Donc on a un gardien et 3 joueurs de champ. Les matchs, après ça va dépendre des divisions, des tournois. Quand c'est des matchs amicaux, ça peut être du 2 fois 8 minutes avec une mi-temps, ou 2 fois 10 minutes, ou plus long encore. On peut avoir le gardien, c'est gardien volant, ou c'est un gardien comme au foot, il est fixe dans ses buts, il est là uniquement pour arrêter les ballons. Le gardien reste dans sa zone de but pour arrêter les ballons. D'accord. Et ça se joue en combien de temps? C'est ce que je disais, 2 fois 10 minutes. 2 fois 10, c'est moi qui n'ai pas écouté. Après, ça dépend des tournois et des divisions.
D'accord, donc on peut enchaîner plusieurs matchs sur une journée, c'est quelque chose de... Après, du coup, il y a plusieurs divisions nationales. Il y a la D1, la D2, la D3 qui sont vraiment nationales, et la D4 qui est plus une poule de secteur. Ça, c'est la première division dans laquelle on devrait rentrer, espérons, l'année prochaine. D'accord, très bien. Bon, on parlera un petit peu plus de la compétition tout à l'heure. Donc, je l'ai dit en te présentant, tu es président et entraîneur. Est-ce que quand on entraîne comme ça des jeunes handicapés, on arrive à mettre en place des petites tactiques comme on peut voir au foot? Alors, j'imagine on n'en est pas au 4-4-2, à toutes ces choses-là, puisqu'ils sont que 4 sur le terrain. Mais comment est-ce qu'on arrive à mettre en place la technique pour aller marquer ses buts? Alors totalement, le foot fauteuil, c'est là la chose intéressante du sport, c'est qu'on peut développer tout ce qui est stratégie et esprit du jeu collectif. Donc là, on y vient tout doucement, parce que c'est vrai que jusqu'à il y a peu, on était équipé de que quelques fauteuils, donc on n'arrivait pas à l'entraînement à faire vraiment de l'opposition et du jeu collectif. Donc là, on attaque tout doucement, mais ouais, on travaille justement tout ce qui est tactique, offensive, défensive, placement sur le terrain, et il y a beaucoup de travail, parce qu'en plus de apprendre à manipuler le fauteuil, conduire la balle, il faut apprendre à se placer sur le terrain, à observer les déplacements des adversaires, de ses coéquipiers, et voilà, toute la logique qui découle de chaque geste, chaque déplacement. Et c'est un gros travail. Oui, j'imagine. Cédric, toi tu pratiques donc le foot fauteuil. Ça fait combien de temps que tu joues? Je joue depuis la création du club. Et tu sais combien de temps ça fait? 3 ans. 3 années. Toi, en plus, t'es un fan de sport, t'es un fan de foot. On te voit souvent sur les réseaux sociaux encourager le Clermont Foot, mais je vois aussi que tu partages beaucoup de ce qui se passe pour les autres clubs clermontois. Qu'est-ce qui te plaît dans le foot fauteuil? Ça me permet de faire du foot comme je vois le Clermont Foot jouer. Ça me permet de faire un peu comme eux. Tu te compares à quel joueur? C'est qui ton joueur préféré? À Clermont ou ailleurs, hein? À Clermont, je les aime un peu tous. Oui, t'es un grand supporter. T'as l'occasion de croiser les joueurs de temps en temps? T'as pu en rencontrer? À l'entraînement, je parle à Mohamed Bayo. Voilà, vraiment un grand supporter et un grand fan, Cédric, ça c'est clair. Comment est-ce qu'on arrive à adapter, Guillaume, les entraînements en fonction des handicaps de tes joueurs? Quelle est la petite touche? Est-ce qu'il faut que tu personnalises, ou est-ce qu'au contraire c'est un entraînement de groupe, tout le monde va faire le même type d'exercice? On est sur de l'entraînement de groupe, mais bien sûr, il va y avoir de l'individualisation des ateliers pour travailler. Par exemple, Cédric, qui est avec nous aujourd'hui, est gardien du coup de l'équipe. Donc il y a un gros travail au niveau du gardien, et un des joueurs de champ et du coup joue plus sur le milieu de terrain et rentre dans la boîte pour jouer défensivement avec le gardien sur la ligne de but. C'est assez technique, donc là il y a un gros travail à faire à ce niveau-là, sur le placement dans telle ou telle situation. Et voilà. Et ensuite sur les phases d'attaque aussi, il y a beaucoup de stratégies et de tactiques et techniques à travailler. Donc après on travaille plus individuellement. Il y a des jeunes qui vont être plus forts sur la frappe de la balle, parce que la frappe elle se fait en rotation avec le fauteuil électrique. On frappe à l'aide du côté du pare-choc, donc il faut faire une rotation vraiment au bon moment. Il faut avoir la capacité d'analyser la trajectoire du ballon, à quelle vitesse il va arriver, donc à quel moment je vais faire la rotation avec mon fauteuil pour frapper le ballon et l'orienter dans la bonne direction. Donc c'est vraiment quelque chose, des gestes très techniques, et au début c'est très compliqué, et là nos joueurs commencent à vraiment être performants sur la manipulation du fauteuil et la frappe de balle. On a 2 joueurs là qui commencent vraiment à avoir un bon toucher de balle. D'accord. Cédric, comment tu es venu à jouer en tant que gardien? C'est toi qui as demandé à jouer à ce poste? C'est ton entraîneur qui a dit c'est là que tu vas être le meilleur? J'ai demandé un peu à jouer ce poste parce que on voulait pas être gardien, et me suis proposé. Et ça te plaît? Oui.
Tu fais des compétitions, là, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Oui. Ça va, tu arrives à arrêter les ballons, à pas trop encaisser de buts, parce que c'est un rôle important, gardien. Avec de l'aide, j'arrive bien, mais pas tout seul. Il faut un défenseur. C'est un vrai travail d'équipe. Très bien, merci beaucoup Cédric et Guillaume. Nous on va marquer une petite pause, on va se retrouver tous les trois dans la partie suivante. On va marquer une pause, vous êtes toujours sur Logos FM, c'est avec AS Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec AS Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, Johan Connor. Et mes invités ce soir, c'est Guillaume Lallier, président et entraîneur de l'Arverne Foot Fauteuil, et un jeune pensionnaire pratiquant du foot fauteuil, c'est Cédric. Cédric qui est presque un habitué de la radio. Il était venu faire un petit stage chez nous, voir un peu comment se passait le monde de la radio il y a quelques mois de ça. Et on avait discuté de sa pratique sportive. Je lui avais dit que ça serait très intéressant de pouvoir venir développer ça avec quelqu'un du club. Donc voilà, on essaye vraiment de parler de tous les sports dans cette émission. Ça nous tient à cœur. Guillaume, tu nous disais tout à l'heure donc tout le matériel nécessaire. J'imagine que tout ça, ça a un coût. Comment vous arrivez à financer tous ces fauteuils pour tous ces joueurs ? Alors c'est vrai que le matériel a un coût assez élevé. Déjà, les fauteuils utilisés pour la pratique sportive. On a démarré, comme je disais, avec des fauteuils plus d'initiation, qu'on a réussi à récupérer un peu à droite à gauche, à des moindres coûts. Mais par la suite, on a pu monter des projets associatifs avec des demandes de subventions, du coup, aux collectivités telles que la région, le département, la commune aussi. Et on a monté un gros dossier avec le Crédit Agricole qui aboutit sur l'achat de 3 fauteuils de compétition avec un coût global à hauteur de 40 500 €. Donc pour 3 fauteuils, c'est quand même assez conséquent. Mais grâce au Crédit Agricole et à des petites subventions à côté de la région et du département, on a pu faire l'acquisition de ces fauteuils qui vont du coup nous permettre d'entrer en compétition assez rapidement. Est-ce que pour les compétitions, il y a des fauteuils homologués ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous impose ? Un type de fauteuil ? Comment ça fonctionne ? On ne nous impose pas un type de fauteuil, mais plus il regarde l'aspect sécuritaire. Donc il faut que les fauteuils soient équipés de pare-chocs et voilà, puissent justifier de sécurité suffisante pour pratiquer le foot fauteuil. Mais on pourrait se présenter en compétition, par exemple en D4 officielle organisée par la Fédération française handisport, avec les fauteuils d'initiation par exemple. Mais directement, on serait vraiment en difficulté sans des fauteuils de compétition. Donc vous dépendez de la Fédération handisport, pas de la Fédération de foot ? Non, on dépend de la Fédération handisport, exactement. Est-ce qu'il y a une pratique handi au niveau de la Fédération de foot ? Tu sais peut-être pas d'ailleurs s'ils ont une section, comment ça fonctionne ? C'est la Fédération française handisport qui on va dire prend en charge les différents types de foot qui sont cécifoot, foot mal marchand et foot fauteuil. Et est-ce qu'ils ont connaissance, vous, de votre pratique au niveau de l'handisport ? Est-ce qu'ils aident un petit peu quand même, je sais pas, financièrement dans l'achat de matériel ou vraiment ça les laisse totalement indifférents ? Il y a des dispositifs au niveau de la Fédération française handisport pour des subventions et de l'aide à l'acquisition de matériel. D'accord. Donc tu nous as dit là un don qui a été fait et je crois que vous avez une association aussi qui vous aide dans l'entretien, c'est ça ? C'est ça, l'association des Petits Bougnats, du coup, qui est venue nous rencontrer il y a 2 semaines lors d'un entraînement. Et avec qui on partage beaucoup. On a pu faire aussi un événement à Saint-Genès-Champanel, le festival Cœur de Sportifs, où on a eu une petite action de sensibilisation et de démonstration. Et ils étaient présents également à ce moment-là. Et ils nous ont permis de réparer 2 fauteuils qui étaient plus fonctionnels et qui donc du coup nous permettent d'accueillir plus de pratiquants. Où est-ce que vous vous entraînez ? On s'entraîne au gymnase de Romagna. Gymnase de Romagna, les jours et horaires d'entraînement si les gens sont intéressés. Le mardi soir de 17h30 à 19h pour le groupe plus ciblé compétition et le jeudi matin de 10h à 11h30 pour un groupe plus loisir et découverte de l'activité. Et est-ce que tout type d'handicapé peut participer au foot fauteuil ou il y a quand même des limites ?
Dans le handicap, hein. Le sport est bien sûr ouvert à tous, on va dire, mais principalement le public cible, c'est des personnes qui se déplacent en fauteuil électrique dans la vie de tous les jours. Et qu'on soit tétra, para, plégique, il n'y a pas de limite. On peut jouer dans les deux types de handicap, par exemple. Il n'y a pas de limite. Après, voilà, faut que la personne déjà ait la motivation de pratiquer ce sport et par la suite, après. Voilà. Tant qu'on peut bouger le fauteuil électrique, c'est surtout ça la limite, quoi. C'est ça, être en mesure de. Après, c'est vrai qu'une personne qui va avoir plus de capacité, type paraplégique, on va dire, qui va pouvoir avoir accès au basket fauteuil, au rugby fauteuil, va moins venir sur la pratique de foot fauteuil parce qu'elle va moins prendre de plaisir, parce qu'elle va être limitée en termes d'activité physique, on va dire. On peut peut-être rappeler la différence entre un tétraplégique et un paraplégique pour les auditeurs qui ne sont pas forcément au fait de toutes ces choses-là. Alors moi je suis pas non plus expert, mais du coup ça joue sur le niveau de la lésion au niveau de la colonne vertébrale, voilà. Et du coup ça joue sur les capacités derrière de mobilité des membres supérieurs pour la tétraplégie. Plus l'accident, la lésion est haute sur la colonne vertébrale, moins la mobilité sera possible au niveau des membres supérieurs et du tronc également. Alors il y a des gens qui ont peut-être découvert à l'occasion des Paralympiques de Tokyo cet été le rugby fauteuil. Est-ce que c'est aussi violent, le foot fauteuil? Parce qu'au rugby, ils n'hésitent pas à se rentrer dedans. On appelle ça rugby fauteuil, mais c'est vrai que ça se rapproche un peu du basket parce qu'on joue beaucoup à la main. Mais alors au niveau des contacts, on est très très dans le rugby. Est-ce que c'est pareil dans le foot fauteuil? Est-ce qu'il y a beaucoup de contacts? Alors au foot fauteuil, nos contacts sont beaucoup plus réglementés. On a pas mal de contacts, surtout nos jeunes joueurs vont avoir moins de limites et il peut y avoir des contacts assez forts, mais ils sont réglementés et sanctionnés par des fautes, des cartons jaunes, des cartons rouges. Donc on travaille ça, la manipulation du fauteuil et le contrôle du fauteuil sont des choses qu'on doit travailler beaucoup, parce que sinon en situation de match on va faire rapidement des fautes et du coup perdre la balle ou provoquer des pénaltys ou des coups francs qui vont donner des actions de but assez faciles pour l'adversaire. On peut aller piquer la balle à l'adversaire, ou est-ce que c'est vraiment des phases d'attaque-défense alternativement d'un côté ou de l'autre, ou est-ce qu'on peut une équipe est à l'attaque, l'autre défend et elle arrive à piquer le ballon pour aller marquer le but? Ah oui, on peut carrément piquer le ballon, c'est bien le but du jeu principal. La personne, quand elle conduit le ballon, on va dire, elle va jamais réellement être seule, parce que tout de suite, elle va avoir un défenseur sur elle, et après, il y a ce jeu du coup de conduite de balle qui va s'opérer, et voilà, celui qui aura la meilleure analyse de la trajectoire du ballon ou le meilleur placement arrivera à s'en sortir avec le ballon et pourra se diriger plus vers la zone d'attaque. Alors on a commencé à parler un petit peu des compétitions. Là, il y en a une récemment au mois de novembre. C'était quoi exactement comme type de compétition? Alors pour cette année, nous on participe du coup à la compétition organisée par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport. On va dire que c'est de la régionale. Donc ça concerne toute la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a des clubs qui viennent de Annecy, Lyon, ça va jusqu'à Clermont, Saint-Pour-Saint-sur-Sioule, Saint-Étienne. Voilà, et donc ça se déroule sur 3 phases de compétition qui ont lieu les mercredis. La première phase du coup avait lieu le 17 novembre. Donc c'était notre première compétition, notre première participation en compétition. On savait pas trop à quoi s'attendre. Il y avait 3 poules sur ce championnat. On a été placé en poule haute, donc en R1 on va dire, parce qu'on arrivait avec des fauteuils assez performants, mais sans réelle expérience, et notre grande surprise, on a été plutôt performant et on a réussi à se placer à la première place sur cette première journée de championnat. 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé grâce à notre super gardien Cédric. Donc premier match 3-0 avec un but de chaque joueur de champ. Deuxième match 5-0 et troisième match 3-0 contre l'équipe un peu qui était un peu favorite sur le tournoi. Alors, comment tu as vécu, Cédric, cette première compétition? J'imagine que tu es fier de ne pas avoir encaissé de but. Bah oui, j'étais plutôt fier de moi et de l'équipe globalement. Oui, un bon résultat. Tu t'attendais à un si bon résultat quand tu es parti faire cette compétition?
J'avais cru qu'on allait un peu galérer, tu vois. Donc ça a été une bonne surprise. Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir là comme compétition? 2022 approche à très grands pas maintenant. Qu'est-ce qu'il va y avoir là sur l'année prochaine? Alors, prochaine date à retenir, ce sera le 16, samedi 15 janvier, le petit tournoi amical qui aura lieu à Saint-Étienne avec 2 équipes de Saint-Étienne et 2 équipes de Dijon. Donc, eux, c'est plus l'objectif, c'est la préparation de leur compétition à eux, parce que eux sont engagés, Saint-Étienne engagé en D4, leur équipe 2 et leur équipe 3 qui seront présentes sur le tournoi sont engagés en D4. Et Dijon, je ne saurais pas vous dire, leur équipe 2 doit être engagée en D4, mais leur équipe 1 qui sera présente doit être sûrement au niveau supérieur. Nous, on participera, du coup, ça sera notre première compétition aussi, enfin, tournoi amical, mais officiellement des matchs contre des équipes qui sont dans des divisions officielles de compétition. Donc là, on devrait se retrouver un peu plus en difficulté avec en face de nous des joueurs qui sont installés sur des fauteuils de compétition et qui ont aussi beaucoup d'expérience. Donc là, on arrivera à se mesurer un peu à des meilleurs joueurs. Voilà. C'est bien d'aller toucher un peu des adversaires supérieurs. Il y a d'autres compétitions prévues. Est-ce qu'il y en a par exemple sur Clermont ou dans la région qu'on puisse venir vous voir? On aura du coup à Saint-Étienne, normalement le 23 mars, la deuxième phase de notre petite compétition Auvergne-Rhône-Alpes. Et par la suite, nous, à Clermont-Ferrand, on souhaiterait organiser cette année un petit match de gala pour pouvoir accueillir les personnes qui souhaitent découvrir notre club, notre activité, le foot fauteuil, et aussi accueillir nos partenaires pour leur présenter, pour ceux qui n'ont pas encore découvert notre activité, pour pouvoir découvrir et partager un moment tous ensemble autour de notre discipline. Alors s'il y a des auditeurs qui souhaitent découvrir l'Arverne Foot Fauteuil, les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un site internet ou des gens qui souhaiteraient venir pratiquer, qui écoutent ça, qui se disent tiens pourquoi pas essayer, je suis dans un fauteuil, je sais pas quoi faire comme sport, ça peut être sympa. Comment on peut te contacter? Alors déjà, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Arverne Foot Fauteuil et nous contacter pareil par les réseaux sociaux facilement en envoyant un message. Par la suite, du coup, on a encore des fauteuils disponibles, donc si des personnes sont intéressées pour venir essayer la pratique et s'inscrire dans une des 2 équipes compétition ou loisir, vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à prendre contact avec nous et à venir le mardi soir ou le jeudi matin pour découvrir l'activité. Très bien, le message est passé, puis on peut le déplacer aussi si vous êtes éventuellement intéressé pour un partenariat, pour venir soutenir le club. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, à vous faire connaître. Cédric, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour l'année 2022 qui arrive? Aucun but. Aucun but pour toute l'année? Tu crois que c'est possible ça? Oui. On va essayer. Eh ben, en tout cas, je te le souhaite. Et le Clermont Foot, le maintien ou pas, tu crois? Oui, le maintien, on y croit. On y croit. Merci beaucoup Cédric, merci beaucoup Guillaume. On va marquer une dernière pause, on se retrouve tout de suite après pour le coup de cœur, coup de gueule, le quiz. Vous êtes dans Avec ASA Sport sur Logos FM. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM. La rediff, c'est le mercredi à 20h, le podcast le jeudi matin sur la page Facebook Avec ASA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Johan Connor. On va terminer comme d'habitude avec le coup de cœur, coup de gueule et puis le quiz. Et aujourd'hui, j'avais un coup de gueule à passer contre cette décision du CIO de supprimer la boxe du programme olympique des Jeux de Los Angeles 2028. Alors, c'est pas encore une décision définitive, mais la menace quand même semble pas très bon. Et à la fois c'est un coup de gueule contre le CIO et j'ai envie de passer aussi un coup de gueule contre la fédération de boxe qui ne fait rien depuis des années pour arrêter la corruption qui est manifeste, tout le monde le sait. On sait que les Jeux Olympiques en boxe c'est du pipeau, c'est du bidon. On a vu ce pauvre Vastine il y a quelques années se voir perdre des combats qu'il avait largement gagnés au point. Alors on a mis en place des nouveaux règlements mais on voit qu'il n'y a rien qui change. C'est toujours autant pipoté qu'avant. Alors est-ce qu'il faut incriminer les CIO de prendre une décision courageuse
de virer la boxe, qui est un sport ancestral, c'est le sport olympique par excellence, ou incriminer la fédération de boxe, j'en sais rien, j'ai envie de gueuler après les deux parce que ça m'énerve de voir ce sport ne plus faire partie de la liste des sports olympiques et à la place qu'on puisse voir... je vais encore me faire des potes, du surf, j'ai toujours pas compris ce que faisait le surf aux Jeux Olympiques. Je vous promets, j'ai regardé le surf pendant les Jeux de Tokyo, j'ai toujours pas compris ce qu'il fallait faire. Je sais pas, j'ai pas compris. Bon, bref, le breakdance, vous savez ce que j'en pense, même si j'ai hâte de voir pour donner un avis définitif. Mais voilà, la boxe, merde, la boxe. On a supprimé la lutte, on est en train de supprimer la lutte, on veut supprimer la boxe, ça suffit. Et la boxe, il faut faire les choses correctement pour que cette fédération internationale redevienne une fédération où il se passe où on parle sport et qu'on arrête de parler pognon. Johan, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'en pense que je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, hein. La boxe, honnêtement, si c'est pas le sport le plus dur qui existe. Avec le cyclisme, je pense que c'est les deux plus durs. Ouais. Voilà, ce que j'allais dire, c'est entre le vélo et la boxe, c'est sûrement les deux sports les plus durs au monde. En plus, c'est un sport ultra populaire. On voit, alors, voilà, quand il y a des boxeurs emblématiques sur des combats style Mayweather ou même Anthony Joshua, etc., ou Tyson Fury, quand on voit les audiences, etc. Mais après, ce qu'ils vont gagner, c'est que les gens vont se désintéresser des JO. Hein. Déjà, il y a pas mal de sports qui tirent un peu la tronche. Hein. On voit par exemple le basket, ils ont du mal à faire venir les stars américaines chaque édition. Et pourtant, ils ont trouvé une solution avec le 3-3 que je trouve intéressante parce que c'est hyper télégénique, c'est facile à comprendre. Ce basket 3-3, dans les nouvelles disciplines, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est pas le cas de toutes, mais... Ouais, après, non, c'est sûr, il y a toujours des solutions. Mais après, est-ce que le problème, c'est que, comme tu dis, la boxe est tellement gangrénée qu'en fait, ils y arrivent pas. Ah, le mal est profond, là. Voilà, et puis qu'ils se disent, en fait, ce qu'il faut, c'est que peut-être pour couper la tête du serpent, il faut taper dans le portefeuille pour qu'il n'y ait pas de corruption, il faut qu'il n'y ait pas raison qu'il y en ait. Donc, du coup, pas de combat aux Jeux Olympiques avec des magouilles... Je sais pas quel est l'objectif, c'est peut-être ça, c'est peut-être ou d'envoyer un avertissement, mais c'est clair que... Pourtant, on a eu tellement de grands champions olympiques qui sont devenus des grands champions du monde. Le plus célèbre, c'est quand même celui qui est devenu champion olympique sous le nom de Cassius Clay et qu'on connaît mieux sous le nom de Mohamed Ali. C'est quand même le nom le plus emblématique de la boxe. Joshua a été champion olympique avant de devenir champion du monde de boxe. Et il y en a des tas d'autres comme ça. C'est dommage de voir cette discipline qui est vraiment la discipline olympique. Elle est là depuis le début. C'est dommage de l'avoir dégagée pour des problèmes de fric et de corruption. Ouais, et puis le truc, c'est que ce qui peut être dangereux, c'est que les athlètes se désintéressent des JO, en fait. Parce que si les athlètes commencent à se dire, en fait, les JO en boxe, vu que ça y est pas, même si ça est remis dans 4 ans, on s'en branle. Ce qui compte, c'est les championnats du monde. T'arrives comme dans beaucoup de sports, notamment le football, etc., ou même le basket, ou même des sports où les gens se disent, en fait, tu vois, Stephen Curry qui joue au Golden State Warriors au NBA, lui, ce qui l'intéresse, c'est de gagner la NBA. Les JO, il en a strictement rien à faire. Et ça, je pense que c'est là où les JO doivent se remettre un peu en question. Pourquoi des superstars dans leur sport s'en tapent des JO? Et parce qu'à mon avis, à un moment donné, il y a eu des partis pris, des prises de position qui ont fait trop de dégâts. Et la boxe, attention, parce que c'est un sport populaire. Et c'est un sport en plus qui est agréable à regarder, parce que c'est impressionnant. Si le but des JO, c'est de faire découvrir des nouveaux sports, à la limite, mais il faut que ce soit un parti pris. Mais par contre, c'est dangereux parce qu'après, il y a un risque de perte d'intérêt du public, quoi. C'est sûr. Et on verra comment ça évolue tout ça. Une fois de plus, c'est pas une décision définitive, mais la boxe a été versée dans le chapeau des disciplines qui risquent de disparaître. Donc on verra si ça les fait réagir. En tout cas, on l'espère parce que ça serait bien dommage de voir disparaître cette boxe amateur qu'on appelle maintenant boxe olympique, justement. Allez, Johan, c'est l'heure du quiz. Je rappelle le principe, 5 questions, une question olympique ou paralympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission et le décompte final. Est-ce que tu es prêt? Vu que je suis seul, même si je gagne, c'est-à-dire que je peux pas perdre, ça compte comme une victoire? Ça comptera comme une victoire. Super. Ouais, mais il faut répondre avant. Ok. Allez, on va parler justement des futurs JO de Pékin, les futurs JO d'hiver. Combien de délégations vont être présentes à ces Jeux d'hiver? Tu as droit à 3 propositions, je te dirai plus ou moins. Je sais pas, je dirais 100. C'est un peu moins. 80? Un tout petit peu plus. 85? J'ai presque envie de te l'accorder, c'est 84. 84 délégations qui seront présentes à ces Jeux d'hiver de Pékin qui vont démarrer là au mois de février. Question record. Je vais te demander tout simplement quel est le record du monde féminin du 100 mètres. Pas 10,02? Non, c'est un petit peu plus, c'est 10,49. 10,49. Un record toujours détenu par Florence Griffith Joyner, c'était le 16 juillet 88.
on sait dans quelles conditions ce record est établi. Je comprends pas qu'il soit pas effacé celui-là. Parce que ça arrive quand on sait qu'il y a un dopage manifeste, même si évidemment on peut plus le prouver. Et puis on va pas les déterrer la pauvre pour vérifier ses analyses aujourd'hui. Donc voilà, on sait que ce record c'est du pipeau. Ça serait peut-être temps un jour qu'on réfléchisse qu'on pense à l'effacer. Ça s'est fait dans d'autres disciplines. On l'a fait en natation par exemple pour effacer les records des combinaisons. Bon, bref, passons. Question d'actualité sportive locale. Celle-là, elle est un peu piégeuse. Je vais te demander quelle était l'affluence au Michelin ce week-end pour le match de Coupe d'Europe, à 1000 près. Oh là là. Oh là là. Parce que si tu veux, la dernière fois que je suis allé au Michelin, c'était il y a au moins 3 ou 4 ans. Et on sait que cette année, c'est un peu en baisse. Alors, le premier match de Coupe d'Europe, à ton avis? Allez, 14 000. Ouais, c'est ça, 14 443 exactement. Bon, hein. Joli, bien vu. Et le record d'affluence avait été établi en 2020, début 2020. C'était aussi pour un match de Coupe d'Europe. C'était 19 004. Voilà, il a 14 000. En fait, je connaissais l'affluence totale. Et donc, je me suis dit, allez, si c'est moyen, mais qu'il y a eu un petit sursaut, allez, on doit être vers les 14-15. Bien vu, bien réfléchi. Petite défaite d'ailleurs, je tiens à préciser. Ah oui, bravo, c'est une de plus. Ça chauffe aussi, là il y aurait des choses à aller gratter aussi du côté de l'ASM, mais année de transition, c'est une transition sur tous les points. Ouais, c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle. Et il faut y passer, voilà, il faut passer par là. Il faut y passer, tous les clubs y passent. Toulouse, il n'y a pas si longtemps, c'était compliqué. Exactement, et ça ne les a pas empêchés de rebondir et bien rebondir, et ça sera pareil à l'ASM. Carrément. Parce que les grands clubs restent des grands clubs. Tout à fait. Question avec ASA Sport, j'ai donné la réponse pendant l'émission. Combien de buts ont encaissé les Sangliers Arvernes depuis le début de la saison? 67, t'as suivi. C'est très bien, ça fait plaisir, j'ai pas parlé dans le vide aujourd'hui. Ouais, ça doit être la deuxième fois que je suis l'émission. Non, tu devrais l'écouter régulièrement, tu verrais, c'est intéressant. Il y a des gens parfois qui participent, c'est pas mal. Je me réécoute, mais ça doit être du narcissisme, c'est pour ça. Je pense, oui. J'en ai peur en tout cas. Allez, le décompte final. On va parler basket aujourd'hui. On n'a jamais fait de décompte sur le basket. Alors on va parler basket et je vais te demander de me retrouver les 10 nations qui ont ramené le plus de médailles au championnat du monde masculin de basket dans toute l'histoire des championnats du monde. Oh je dirais l'Espagne. L'Espagne est à la 5e place de ce classement. Ils ont ramené 2 médailles et c'est 2 médailles d'or. Eux, c'est champion du monde ou rien, l'Espagne. Ouais, ça les intéresse pas. Non. Alors je précise qu'il peut y avoir dans ce classement des pays qui n'existent plus. D'accord. Je n'ai pas regroupé. Les États-Unis. Les États-Unis, bien sûr, c'est 12 médailles rapportées et 5 titres. Est-ce qu'il y aurait l'URSS? Il y a l'URSS qui est 3e avec 8 médailles, 3 titres. Alors après, je dirais la Serbie, mais ça peut être la Yougoslavie du coup. Alors tu commences par quoi? La Yougoslavie. La Yougoslavie qui est 2e de ce classement, c'est 10 médailles et 5 titres également, comme les États-Unis. Et la Serbie du coup? Eh bien la Serbie est 10e avec une seule médaille. Pas de titre depuis qu'ils sont serbes. Est-ce que la France n'a pas des médailles? La France n'est pas dans ce classement, ouais. L'Argentine? L'Argentine, oui. L'Argentine, c'est 3 médailles et un titre. Il reste combien de... Il nous reste 1, 2, 3, 4 nations à trouver. On en a 3 en Europe et une sud-américaine. Le Brésil? Le Brésil, oui. C'est 6 médailles, 2 titres. Est-ce qu'on a les British? On n'a pas les British. Non, parce que le basket, c'est pas trop leur... Non, c'est pas trop leur truc. Pas trop leur truc. Ils sont bien trop vicieux pour jouer au basket. Ouais, et puis ils jouent pas dans le même sens que nous. En plus. S'ils se mettent dans notre camp, ça marche pas. Alors, 3 équipes européennes. 3 équipes européennes. On est à l'est de l'Europe. Pologne? Non, pas la Pologne. Un peu plus à l'est. Encore un peu plus à l'est. Une un peu au sud et puis les autres un peu plus à l'est. La Grèce, non? La Grèce, oui, ouais, c'est la une Grèce, médaille. C'est une bonne nation de basket. Une médaille. Et il reste 2 nations à trouver aussi. 2 bonnes nations de basket qui n'ont pas ramené de titre. T'as quoi là? Bien à l'est, t'as quoi? Roumanie? Il n'y a pas la Roumanie. Bulgarie peut-être? Allez, encore. Un voyage encore à l'est. L'Ukraine? Non. On se rapproche. On va dire que les 2 pays sont pas loin. Macédoine? Il y en a même un qui aimerait que l'Ukraine soit très très près. Encore plus la près que Russie? je suis lui. Oui, c'est ça. La Russie, bah oui. La Russie, 2 médailles depuis qu'ils sont russes et il en reste un. Les Russes, ils vont en Ukraine en vacances. Il en reste un qui est en une partie européenne. C'est pas totalement un pays européen.
Partie européenne, partie asiatique pour ce dernier pays. La Turquie ? À la Turquie, exactement, qui est 9e de ce classement avec une médaille remportée. Ouais, c'est vrai que la Turquie, c'est à cheval entre les deux continents, mais fait souvent les compétitions il y a côté européen. La Taturk d'Istanbul. C'est ça, Grosse exactement. Gros club, la Turquie en basket, et Ouais. gros pays en tout cas. Très bien, merci beaucoup Yann, mais tu t'es bien débrouillé là aujourd'hui, Bah, t'as je été pensais très gagner- performant. Je me suis dit à un moment donné, je vais être le premier à gagner un quiz sans aucune bonne réponse, mais Eh au ben final, non, non. même pas. Non, tu as réussi à gagner avec les bonnes réponses. Bravo, J'ai félicitations. fait premier, c'est principal. Merci. Merci beaucoup Johan, passe de bonnes fêtes, on va pas se revoir à l'antenne en tout cas d'ici 2022. Donc je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année ainsi qu'à toute ta famille. Pareil, bonne fête. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année 2021. On fera un petit débrief de cette année 2021, une petite spéciale de différents sports, en local, en pas local. On sera avec Léa et Martial qui seront avec nous pour cette dernière émission de l'année. La rediff, je vais y arriver pour conclure, c'est demain à 20h, le podcast sur la page Facebook avec ASA Sport, jeudi matin. Et nous on se retrouve donc mardi prochain pour la dernière de l'année. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.